Ce soir, un autre débat sur une question. Faut-il encourager les cours en anglais dans les facs françaises? Le projet de réforme des universités est présenté demain à l'Assemblée. Il prévoit de permettre des enseignements en anglais pour favoriser la venue des étudiants étrangers et les défenseurs du français de s'inquiéter contre l'ouverture de cette brèche. On en débat jusqu'à 20h avec Vincent Feltès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de Gironde et vous êtes rapporteur de ce projet de loi Fioraso, présenté donc demain à l'Assemblée. Avec nous, Alain Rey, célébrissime linguiste et lexicographe français, l'auteur du Robert, c'est plus simple. Bonsoir Alain Rey. Bonsoir. Nous sommes aussi avec François Garçon, qui est maître de conférence à la Sorbonne et qui a signé une tribune en faveur de cette loi et donc de l'anglais dans les facs. Bonsoir. Bonsoir. Et avec François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine et qui lui a lancé une pétition contre l'anglais dans les facs. Bonsoir. Bonsoir. On commence avec vous, Vincent Feltès, puisque c'est vous qui avez été le rapporteur de ce projet. Expliquez-nous pourquoi il faut qu'il y ait des cours en anglais dans les facs françaises. Bon, globalement, cette ouverture aux langues étrangères correspond à une stratégie de développement de l'université française. On pense que pour que l'université française réussisse, il faut qu'elle accueille plus d'étudiants étrangers. Aujourd'hui, on accueille à peu près 12% d'étudiants étrangers, ce qui fait 240 000 étudiants étrangers. On veut passer à 15% parce qu'on pense que c'est une condition de rayonnement de la France, que ces gens qui sont formés chez nous, après reviennent dans leur pays et souvent font partie des élites de ces pays. Aujourd'hui, ces étudiants viennent de beaucoup de pays, beaucoup de nationalités, mais pas forcément des pays les plus dynamiques économiquement, les plus émergents. Je pense pays comme le Brésil, comme la Corée, comme la Scandinavie. Et dans les discussions qu'on peut avoir, dans les études qu'on a pu faire, on se rend compte finalement que la possibilité d'avoir dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, des cours en anglais peut permettre de favoriser l'accueil d'étudiants étrangers. Il n'y a pas que ces dispositions sur les cours en anglais ou en langues étrangères, puisque c'est plus vaste. La loi ne cible pas l'anglais. Ouais, il y a eu l'abrogation de la circulaire Guéant. Il y a le fait que les droits d'inscription pour les étudiants étrangers sont les mêmes que pour les étudiants français, donc 180 €. Il y a la loi de Manuel Valls qui comprendra un certain nombre de dispositions pour favoriser les visas dits d'études. Donc on est dans une stratégie de rayonnement de l'université française. Mais concrètement, ces étudiants brésiliens, mettons, qui veulent venir en France passer un diplôme français, ils vont avoir tout leur cursus en anglais ou seulement quelques cours? Non, c'est une discussion qu'on a eue longuement en commission et on a adopté un certain nombre d'amendements pour dire, d'une part, que tous les cours ne peuvent pas être en langues étrangères. C'est même, d'une certaine manière, une protection par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une belle hypocrisie. Dans les grandes écoles, quand vous êtes à Sciences Po Paris, quand vous êtes à HEC, quand vous êtes à l'école d'économie de Toulouse, vous avez parfois l'intégralité des cours qui sont donnés en anglais. Et ça, depuis 10 ans, sans que personne n'ait jamais dit quoi que ce soit là-dessus. Et d'une certaine manière, on peut s'étonner pourquoi, quand les grandes écoles donnent les cours en anglais, ça ne pose pas de problème, et quand l'université donne des cours de manière bornée, ça pose problème. Et donc, ça ne peut pas être tous les cours. Il faut que les étudiants aient un apprentissage en parallèle du français. C'est un amendement qui a été adopté. Et les conditions d'obtention du diplôme seront aussi liées à la maîtrise de la langue française. Donc, on a préciser, c'était le travail du législateur, l'orientation de la ministre que l'on partage pleinement. Voilà donc pour les intentions de cette loi, sauf que ça pose beaucoup de questions. Et Alain Rey, vous qui êtes un défenseur de la langue française, mais pas un ayatollah, on le sait, vous me disiez, c'est après réflexion que j'ai pensé que j'étais plutôt contre cette idée. Oui, parce que ce sont les modalités d'application qui m'inquiètent plus que les intentions. Les intentions sont bonnes, mais on sait bien que l'enfer en est pavé. Alors je ne vais pas dire que cette loi va être infernale, mais je me demande si ce qui va se passer lorsque des professeurs vont être amenés à donner des cours en anglais alors que ce n'est pas leur langue maternelle. J'ai vu que cet argument avait pesé dans l'attitude aussi de Jacques Attali, qui lui aussi au début était favorable pour les mêmes raisons, je pense que moi, c'est-à-dire que nous sommes en principe favorables à l'ouverture et au plurilinguisme. C'est certain que plus on dispose de langues dans ses études, et mieux ça vaut. Mais quand j'entends parler de langue étrangère, je n'aime pas qu'on qualifie
les gens hostiles à cette loi d'hypocrite, parce que là, c'est une formidable hypocrisie. On sait très bien qu'il n'y a pas de langue étrangère qui tienne, c'est l'anglais, l'anglais et encore l'anglais. Il y a 17 langues nationales en Inde, et quand un Indien qui a une langue dravidienne qui n'a foutrement rien à voir ni avec l'anglais ni avec le hindi va s'installer à Paris pour faire des études, j'imagine que ce qui l'intéresse, c'est de faire ses études en français. J'ai un ami qui est afghan et qui a eu le prix Goncourt. Il n'est pas venu en France pour apprendre une autre langue de l'Inde et encore moins l'anglais. Donc je pense qu'il y a là une curieuse attitude qui consiste à dire qu'on ne peut attirer chez nous des étudiants qu'avec cette espèce de carotte miraculeuse qu'est la langue anglaise. Et c'est une brèche, vous pensez, si on commence comme ça ? Alors là, j'irais beaucoup moins loin que certaines personnes, peut-être mon voisin, qui sont hostiles à la loi et qui pensent que c'est une agression épouvantable contre la langue française. C'est le cas de Claude Agege, c'est le cas d'un certain nombre de personnes que j'estime par ailleurs, mais je trouve qu'ils vont beaucoup trop loin. Je ne pense pas du tout que 1%, puisque c'était le chiffre qui avait été évoqué, de cours en langue anglaise dans les universités françaises, compte tenu... C'est vrai que beaucoup de cours se donnent en anglais dans les grandes écoles. Il y a ce désir d'avoir une égalité entre grandes écoles et universités, mais il faudrait encore voir comment les étudiants sont recrutés, quels étudiants seront ciblés, ça c'est absolument essentiel, et aussi quelle est la qualité des cours en anglais qui vont être donnés, parce que c'est très beau d'apprendre de la chimie ou de la biologie moléculaire. J'ai quelqu'un de ma famille qui est maître de recherche au CNRS en biologie et qui ne peut pas figurer dans un congrès international sans faire sa communication en anglais, ce qui est un handicap considérable, parce que quand on parle dans une langue qui n'est pas la sienne, j'en parle en connaissance de cause. J'ai fait pendant 2 ans des cours en français et en anglais dans une université américaine, à Indiana, pour être précis, et je sais que mes cours en anglais étaient très inférieurs en qualité aux cours que je donnais en français. C'est assez évident. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont se trouver dans une situation délicate. Quant aux étudiants eux-mêmes, ceux qui maîtrisaient bien l'anglais, c'était une chose, mais déjà aux États-Unis, vous avez une variété de population qui fait que si on ne respecte pas la variété des origines, en particulier la langue espagnole, qui devient la seconde langue des États-Unis, on est en difficulté. Il faut enseigner en espagnol aux États-Unis. Je ne pense pas que ce soit très nécessaire d'enseigner en anglais en France, alors que nous avons une partie importante de la population française qui est de langue maternelle arabe ou berbère. Voilà, pour ou contre l'anglais dans les universités françaises. On continue à en parler juste après une pause. Europe 1 Soir. Il est 19h22, les grands débats d'Europe 1 Soir continuent avec vous, Nicolas Poincaré. On se pose la question ce soir, faut-il des cours en anglais dans les facs françaises ? Yes, Olivia, c'est la question, comme disait Shakespeare. Faut-il introduire des cours en français dans les universités françaises, comme le prévoit le projet de réforme des universités qui sera présenté demain à l'Assemblée nationale? On continue à en parler avec deux personnes qui ont justement fait des pétitions, l'une pour, l'autre contre, en tout cas un appel sur le site du Nouvel Observateur que vous avez signé, François Garçon, en faveur de cette réforme. Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne. Vous souhaitez donc qu'à la Sorbonne, ce temple de la culture française et des lettres, on enseigne, par exemple, votre matière, l'histoire, en anglais ? Oui, alors, avant de répondre à votre question, je voudrais rassurer Alain Rey qui a parlé d'inquiétude il y a 2 minutes, et lui dire « n'ayez pas peur ». Pour reprendre les mots d'une personne assez célèbre, je veux dire, et de toute manière, si face à cette inquiétude, je vous conseille tous les anxiolytiques dont les Français sont friands, puisqu'apparemment nous sommes les plus gros consommateurs d'anxiolytiques en Europe. Donc voilà, c'est un bon moyen pour apaiser le débat et pour le mettre sur des bases qui sont peut-être moins pathologiques. Alors, y a-t-il ou non enseignement de l'anglais à la Sorbonne? Il y a des cours d'anglais, il y a des cours en anglais. Peu nombreux. C'est vrai que c'est quelque chose qui est en devenir. Moi, je vois plutôt des aspects vertueux au fait que la Sorbonne se convertisse à l'anglais. Quand on dit convertir à l'anglais, c'est jamais que 1 ou 2 ou 3% des cours. Je pense que les profs seront pour la plupart d'entre eux volontaires. Il n'est pas question d'imposer à quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue un cours en anglais. Vous-même, vous verriez enseigner en anglais ?
Des élèves français, une majorité d'élèves français. Bon, moi j'ai fait une partie de mes études en Angleterre, donc ça facilite peut-être aussi l'usage. Mais je dirais que quand je rebondis à nouveau sur l'expérience de votre neveu qui en biologie moléculaire au CNRS a du mal à faire une conférence en anglais, ça m'étonne qu'au CNRS on ait pu engager quelqu'un qui n'ait pas une maîtrise parfaite de l'anglais, puisque toute la publication ou la majeure partie des publications dans cette discipline que je maîtrise assez mal, est à 90% en anglais. Donc, si un excellent biologiste ne sait pas l'anglais, il n'aura pas le droit d'entrer au CNRS. Voilà un raisonnement qui me paraît dramatique pour la biologie. On fait prévaloir la compétence en matière linguistique à une compétence en matière technique et intellectuelle. Ce que vous vouliez nous dire simplement, François Garçon, pour terminer votre propos, c'est que notamment dans les sciences, on ne peut plus communiquer de façon internationale sans écoutez, c'est pas François Garçon qui le dit, c'est Cédric Villani qui est médaillé Field et qui a signé avec un prix Nobel une tribune dans Le Monde il y a 4 jours dans lequel il disait que désormais la communication, en tout cas dans les domaines scientifiques dont fait partie la biologie moléculaire, la communication, elle se fait en anglais. Donc on est en 2013, on n'est pas en 1933, tant mieux du reste. Et puis, on marche avec son temps. Nos étudiants portent des Converse, ils portent plus des sabots. Et il y a moins d'étudiants qui prennent des notes, ils sont plutôt sur des tablettes. Donc on est dans une évolution normale. Je lisais dans Libération tout à l'heure que en Suède, il y a une conversion vers l'anglais. Je veux dire, la France s'y met aussi. Je ne vois pas de raison particulière qui fait que la France soit un exceptionnalisme sur la planète qui l'amène à être si différent d'Allemagne, si différent de l'Italie, de l'Espagne ou du Japon. Alors, c'est l'histoire des sabots, c'était sans doute pour vous, François Asselineau. Donc, en gros, on vous accuse, vous qui avez lancé une pétition contre ce projet, d'être passéiste. Oui, bien entendu, on connaît bien cet argument. Je signale d'ailleurs que la pétition que nous avons lancée, alors qu'elle n'a été relayée par aucun média, a dépassé les 10 700 signataires, d'ailleurs venant de 71 pays du monde, y compris d'ailleurs des Américains, des Britanniques. Ce qui me fascine dans cette présentation que vient de faire M. Garçon et que vient de faire le représentant du Parti socialiste, M. Feltes, c'est qu'ils font comme si une langue était un outil technique absolument sans aucune influence. Voilà. Or, une langue, c'est une vision du monde. Une langue, c'est une relation de pouvoir. Une langue, c'est un outil géopolitique de domination. C'est de cela qu'il s'agit. Et ce qui est très grave, c'est qu'actuellement nous avons affaire, au niveau gouvernemental, à une attaque par le haut et par le bas, non seulement de la langue française, mais de la République française. Par l'Union européenne, on essaie en ce moment, on transfère le maximum de pouvoir à l'Union européenne, et au même moment, on essaie de développer le pouvoir des régions, CF par exemple, le référendum qu'il y a eu en Alsace, avec une collectivité territoriale. On s'éloigne de la langue, là. Oui, non, on s'éloigne pas de la langue, parce qu'au même moment que Mme Fioraso présente ce projet de loi, Madame Aurélie Filippetti, du même gouvernement, a réuni le 7 mars 2013 un comité consultatif pour développer les langues régionales. C'est-à-dire que l'on nous explique d'un côté que la langue française, finalement, ce serait une bricole, ça serait ridicule et burlesque vu depuis Washington, Pékin ou Moscou, mais en revanche, vu depuis Quimper ou Ajaccio, ce serait une langue terriblement dominatrice qu'il faudrait contrer en favorisant des langues régionales. Je voudrais dire, puisqu'on le fait le procès de la ringardise, ceux qui me font ce procès, moi je les traite d'américanouillards. Parce que la réalité, c'est qu'en 2013, je remettrai ceci d'ailleurs au rapporteur du projet de loi, le 16 mars 2013, les plus prestigieuses universités chinoises, les 27 plus prestigieuses universités chinoises, dont l'université de Tsinghua, qui est à Pékin, qui est la plus grande université, la plus prestigieuse, viennent de décider d'abandonner l'anglais parmi les épreuves obligatoires d'entrée. En ce moment, en Inde, on est en train de revenir sur le tout anglais pour développer l'hindi. Je pourrais vous montrer le relevé de conclusion de la conférence des recteurs de l'université allemande du 22 novembre 2011, qui ont fait un relevé de conclusion qui a fait sensation dans le monde éducatif en Allemagne, où je cite notamment l'utilisation dans la recherche, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et je vais dans le sens d'Alain Ray, l'utilisation dans la recherche de plus en plus fréquente et obligatoire de l'anglais peut restreindre l'effectivité et l'efficience au travail des chercheurs et chercheuses. En même temps, la prise en compte insuffisante de publications non anglophones conduit à des distorsions de concurrence
indésirable. Il faut quand même comprendre qu'une langue maternelle, on est beaucoup plus à l'aise dans sa langue maternelle pour développer des nuances, pour développer également une vision du monde. Les Anglais, la langue anglaise ne diffuse pas la même vision du monde que la langue française, que la langue japonaise, que la langue chinoise. Donc nous avons affaire à quelque chose d'une très grande importance, et ce qui me chiffonne en termes juridiques, c'est que de quel droit le gouvernement prend-il la décision de piétiner l'article 2 de la Constitution française qui prévoit que la langue de la République est le français? Voilà, c'est la question qu'on va poser dans un instant aux Américanouillards qui sont avec nous. À tout de suite. Nicolas Poincaré sur Europe 1 Soir. It's 7:30. Pour ou contre les cours en anglais dans les facs françaises, c'est le sujet des grands débats d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et vous venez de préciser, Olivia, qu'il était 7h30, il faut le dire, en français aussi. C'est important. On m'a dit que non, alors j'ai dit qu'en anglais. Olivia, elle est bilingue. L'enseignement en anglais dans les universités françaises, c'est ce que prévoit d'autoriser le projet de loi de réforme des universités qui sera présenté demain à l'Assemblée avec comme rapporteur le député socialiste de la Gironde, Vincent Feltès. À l'instant, Vincent Feltès, François Asselineau, ici présent, dénonçait une violente attaque contre le français. Vous l'avez entendu, oui, ça? De toute façon, M. Asselineau a un discours sur la décadence globale du pays. D'ailleurs, j'ai été surpris qu'à un moment, il n'y ait pas le lien qui a été fait avec le mariage pour tous, puisque nous sommes la gauche décadente qui met par terre le pays. Non, ça c'est absolument scandaleux de présenter ça comme ça. Je ne vous ai pas coupé, monsieur. Mais c'est une attaque. Non, mais je n'ai pas dit de vous des choses fausses. Je suis désolé, quand vous faites un raccourci, comme cela, monsieur Asselineau, avec des arguments qui ne me semblent pas totalement pertinents. C'est ce que dit l'Académie française. Donnons acte à monsieur Asselineau du fait qu'il n'a pas parlé du mariage pour tous. Vous avez un discours global sur la décadence. Ça n'est pas vrai, monsieur. Mais si vous dites que la France et que le français est attaqué par en haut par la Commission européenne, par en bas par les régions. Par une volonté, par une volonté oui, absolument, par une volonté politique. Mais je n'ai pas prononcé le mot de décadence. C'est vous qui le prononcez. Je dis juste que ce débat n'est pas un débat droite-gauche. D'ailleurs, lors des débats en commission, un certain nombre de députés UMP ont voté pour. Et d'ailleurs, de socialistes ont voté contre. Peu de membres de la commission socialiste. En dehors de la commission, on verra ce qu'ils font demain. On est sur une loi qui globalement dit c'est quoi les conditions de réussite de l'université française demain, en sachant qu'il y a énormément d'échecs à l'université, notamment pour les bacheliers qui viennent des filières technologiques et professionnelles. On pense que dans les conditions de réussite de l'université française, avec quand même la problématique en France, quand c'est les grandes écoles, j'en suis moi-même issu, tout va bien. Quand c'est l'université, tout devient plus compliqué. Cette loi, elle comprend des dispositions sur comment on fait pour lutter contre l'échec en licence, comment on donne un débouché aux bacheliers professionnels et technologiques. Comment on fait pour qu'il n'y ait pas de massacre humain sur les études de médecine? Comment on fait entrer le numérique dans l'université? Comment on fait en sorte que l'université soit ouverte sur les collectivités territoriales? Mais ça, c'est l'ensemble de la réforme. Là, on parle de l'article 2. Oui, mais dans cette loi de modernisation, d'ouverture des réussites de l'université française, il y a cette question de l'ouverture à l'étranger et à la possibilité d'enseigner en langues étrangères. Aujourd'hui, plutôt en anglais, mais demain, pourquoi pas en chinois ou dans d'autres langues. Je pense que notre pays peut avoir suffisamment confiance en lui, avoir cette tradition d'accueil et d'ouverture pour que l'université ait les mêmes droits que les grandes écoles, ce qui est le cas depuis 10 ans. Voilà. Alors juste sur cet argument, François Asselineau, effectivement, dans les grandes écoles, à HEC, ça existe depuis des années. On ne dit pas que ça met en danger l'enseignement des hautes études de commerce en France. Mais attendez, moi je fais des conférences dans des écoles de commerce. J'invite vos auditeurs, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Je suis allé à l'école de commerce de Marseille, qui s'appelle maintenant Euromed Management. Je suis allé à l'école de commerce de Lyon. Maintenant, tout est écrit, la signalétique est écrite uniquement en américain. Donc moi, je ne me réjouis pas de cette situation.
situation. Je trouve que cette situation est profondément anormale. D'ailleurs, j'ajoute qu'on nous laisse entendre qu'il faudrait faire partie de la modernité et que l'ouverture... Vous avez raison de souligner que ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que ça existe. Est-ce que depuis une bonne dizaine d'années, la position de la France s'est renforcée? Non, elle s'est effondrée. Est-ce que le commerce extérieur français s'est amélioré? Non, il s'est effondré. Nous avons dégagé des déficits commerciaux absolument abyssaux. Parce que figurez-vous, pour faire du commerce extérieur au Japon, il faut parler le japonais, et en Chine, il faut parler le chinois, et en Amérique latine, il faut parler l'espagnol ou brésilien. Voilà la réalité des choses. Il y a un diagnostic de départ qui est faux. On présente cette loi comme s'il s'agissait de faire 1% de cours pour des étudiants étrangers. Ça, c'est la tactique, vous savez, on avance à pas feutrés et de façon insidieuse. Mais la loi ne prévoit aucun pourcentage. Absolument pas. On peut très bien avoir 95% de cours. Deuxièmement, cette loi ne concerne pas que les étudiants étrangers. Il n'y a pas, et heureusement, dans les écoles et dans les universités en France, des cours qui seraient réservés aux gens qui ne seraient pas de nationalité française. Donc les étudiants sont mélangés. Ça veut donc dire que si nous allons dans cette direction, et c'est la direction que demande actuellement le directeur général de l'ESSEC, la deuxième école de commerce française, Monsieur Pierre Tapie, ça fait des années qu'il le demande. Il veut que tous les cours, dans toutes les matières, soient entièrement, exclusivement et obligatoirement en américain. Je suis désolé, ça veut dire qu'on estime que des jeunes Français qui ont 20 ans n'auraient même plus besoin d'apprendre le vocabulaire en comptabilité générale, comptabilité analytique, finance d'entreprise, droit des affaires en français. C'est une situation qui est une situation d'asservissement et en réalité de démission linguistique du gouvernement. François Garçon. Oui, alors Pierre Tapie n'est plus le directeur de l'ESSEC. Deuxièmement, vous avez tout à l'heure évoqué l'abandon de l'anglais pour accéder dans les universités chinoises. Je rappelle qu'à la rentrée 2012-2013, ils étaient 100 000 étudiants chinois à aller s'inscrire dans les universités américaines, tous sans doute rejetant de la nomenclatura chinoise, dont la fille du président chinois qui s'est inscrite à Harvard. Donc l'anglais est loin d'être une langue en voie de disparition ou de marginalisation dans les pays émergents, comme vous semblez l'indiquer. Et je redoute, moi, pour mes étudiants comme pour la génération qui suit, quand le chinois sera la langue dominante. Je pense qu'on est encore autour de cette table plus facilement en mesure de maîtriser l'anglais que nous ne pourrons le faire avec le chinois. Ensuite, péril jaune. Je vous ai pas interrompu. Vos énormes clichés sont pathétiques. Alors, sur l'enseignement... Quand on parle de la langue, souvent, on se fâche. Alain Ray le sait. Je trouve merveilleux qu'on évoque le côté pathétique des adversaires quand on a commencé en recommandant aux 10 adversaires de prendre des anxiolytiques. Donc, j'ai rappelé que la France était un gros consommateur d'anxiolytiques. Oui, vous avez rappelé que la France... Je recommandais... En nous regardant, je suis navré. Vous êtes face à moi, donc je ne vais pas regarder le plafond de la caméra. Je n'ai jamais pris de ma vie un anxiolytique, je ne vais pas commencer pour vous faire plaisir. Allez, on marque une pause, je vous offre une petite pilule calmante et on se retrouve tout de suite. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1. Il est 19h41, les grands débats d'Europe 1 Soir continuent jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré, pour ou contre les cours en anglais dans les facs françaises. Oui, on continue à en parler avec nos invités. Vincent Feltès, qui est le rapporteur de la loi Fioraso, présentée demain à l'Assemblée, le linguiste Alain Ray, François Garçon, professeur à la Sorbonne, et François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, qui a lancé une pétition contre ce projet d'autoriser les enseignements en anglais dans les facs françaises. François Asselineau qui nous disait il y a quelques minutes, l'ESSEC, par exemple, grande école de commerce française, voudrait ou tendrait à n'enseigner qu'en anglais, un cursus en France exclusivement en anglais. Vincent Feltès, est-ce que c'est ça le risque que l'on ait un jour des écoles de commerce qui n'enseignent plus qu'en anglais? Mais de toute façon, c'est le cas. Quand moi j'étais diplômé il y a une vingtaine d'années d'HEC, aujourd'hui, pratiquement tous les cours sont en anglais. Même les écoles de commerce, je suis à Bordeaux, Subdeco Bordeaux, c'est en anglais. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas non plus acceptable. Je ne trouve pas ça normal que en France, sur certaines filières, à partir de l'équivalent master, on ne soit que en langue étrangère, aujourd'hui, en anglais. Donc c'est aussi pour ça que nous, dans la loi, on a cherché à borner les choses. Ce que je disais, tous les cours ne peuvent pas être en anglais, un lien pédagogique et la nécessité d'apprentissage pour les étudiants étrangers. Donc je pense que nous sommes sur quelque chose d'assez responsable et respectueux. En sachant qu'en parallèle, il y a aussi un certain nombre de dispositions pour aider
au développement de la francophonie, qui est un enjeu, puisqu'on sait bien que la population en Afrique se développe, et que comme on va faire basculer l'université dans le numérique, à un moment, il faut bien qu'on lie cette capacité de ce qu'on appelle le téléenseignement avec la francophonie. Donc on n'est pas dans une ouverture totale. On connaît bien l'argument. Quand on est contre quelque chose, on parle toujours d'effet d'entraînement. Pour moi-même connaître assez bien l'université française, je pense que c'est même un des problèmes. J'imagine mal demain tous les maîtres de conférences, tous les professeurs enseigner en anglais en France, connaissant le niveau moyen de pratique de l'anglais en France. Donc ce qui nous sauvera, c'est parce qu'on est nul en anglais, en gros. Mais c'est pas parce qu'on est nul en anglais, c'est aussi parce qu'on a une langue merveilleuse et pas du tout anodine, qui est le français. Et dans les discussions en aparté, on a en plus un président de la République qui manie cette langue avec une habileté particulière, et on a tous un attachement au français. Mais on pense, et c'est la tradition de la France, c'est pas juste la mondialisation, qu'on est aussi un pays qui doit rayonner et être ouvert sur les autres. Donc il n'est pas question de capitulation, de défaite intellectuelle, il est question de respect de la tradition républicaine et d'adaptation au monde d'aujourd'hui, tout en bordant cela. Alain, et vous qui connaissez aussi bien l'université, est-ce que vous pensez sérieusement qu'il y a un risque que le français recule dans les universités françaises? Ah oui, ça c'est certain, mais je pense que l'exemple qui vient d'être donné des écoles de commerce est particulièrement dramatique, parce que tout de même, ce que je voulais ajouter, c'est que la langue n'est pas neutre. La langue n'est pas un outil comme un marteau ou un tournevis. La langue, c'est une manière d'appréhender le monde. C'est une façon de penser. C'est une façon d'organiser sa pensée. Or, quand il s'agit de mathématiques, ça ne me gêne pas qu'on l'apprenne en chinois, en anglais ou en japonais. Les résultats seront les mêmes à condition de très bien maîtriser l'outil d'appréhension qu'est la langue. Et là, il y a cette question qui est très importante. Quel est le niveau de connaissance moyen de l'étudiant à qui on va délivrer un cours en anglais? Je suis navré, mais s'il est brésilien, ça me paraît pas adapté. Ça me paraît facile et clair. Et d'autre part, si le sujet est un sujet neutre comme les mathématiques ou la physique atomique, les effets idéologiques ne sont pas grands. Mais quand il s'agit de commerce, quand il s'agit d'administration, quand il s'agit d'histoire, quand il s'agit de tous ces domaines humanistes et encore plus de littérature, le fait de l'enseigner dans une autre langue que la langue qui doit dominer dans un pays, et c'est inscrit dans la Constitution, me paraît inutile parce que la maîtrise n'est pas là, et inapplicable à cause de cela, et ensuite dangereux parce que c'est une brèche ouverte à quelque chose qui est encore bien pire et qui est le recul de la faculté de bien écrire et de bien parler le français que tous les enseignants des universités jusqu'aux écoles maternelles reconnaissent tous. J'étais récemment au ministère de l'Éducation nationale où je discutais des problèmes de transmission de l'enrichissement du lexique et des terminologies dont il a été question à l'instant. Ce sont des outils de pensée absolument indispensable. Si on perturbe l'acquisition de ces outils qui sont la connaissance du vocabulaire de la médecine française, par exemple, par quelque chose qui concerne uniquement la pensée américaine et la façon de gérer la pensée américaine, j'ai un ami médecin qui travaille sur Diderot, qui fait des choses admirables exclusivement en français, il parle très bien l'anglais, il est parfaitement conscient que si on se met à faire de la médecine en anglais, on va avoir la notion nord-américaine et non pas britannique, parce que c'est vrai que c'est les États-Unis qui sont en cause, qui va dominer la manière d'appréhender les choses. Et ça me paraît assez grave. Et d'autre part, et enfin, je trouve qu'il faut quand même rappeler que pour l'historien des langues que je suis, il n'y a pas lieu de s'affoler parce que le français ne va pas disparaître parce qu'il y aura quelques cours en anglais. Ah ben voilà, c'est ça que j'avais envie d'entendre aussi. Oui, mais il y a de la marge, c'est ça que je voulais dire avant. C'est une prise de risque supplémentaire, donc il faut être vigilant. Et ce qui a été dit par le rapporteur de la loi me rassure parce que là je constate que les intentions sont bonnes. Et si on me dit oui, on va avoir quelques cours en anglais, mais par pitié
en espagnol, en portugais, en italien, en allemand dans les universités françaises, à condition qu'on empêche les grandes écoles de commerce notamment de s'exprimer uniquement en anglais. Là, ça, je revois ma copie. D'un autre côté, je sais que pour se débarrasser du latin qui jouait au Moyen-Âge, en Europe occidentale, le rôle que joue l'anglais des États-Unis dans le monde actuel, il a fallu 5 siècles. Donc, il n'y a pas besoin d'anxiolytiques, ne nous énervons pas, les choses vont se passer doucement et avec des hauts et des bas. Je pense que la loi actuelle n'est pas un bas global parce qu'elle a de bonnes intentions et qu'il y a des mesures qui me paraissent nécessaires pour le développement des universités françaises qui, on le sait, ne se portent pas très bien. La meilleure université de langue française n'est pas en France, c'est celle de Genève. Ah, c'est à Genève la meilleure fac en français. Une dernière pause et on revient tout de suite avec vous, notamment François Garçon. Nicolas Poincaré sur Europe 1. Olivier Paris, pharmacien conseil Caudalie, nous parle du sérum de l'été. Vous le savez, le soleil peut entraîner l'apparition de taches. Le sérum éclat anti-taches Perfect Caudalie est unique. Grâce à la viniférine, active 62 fois plus efficace que la vitamine C, il est la solution contre les taches. En prévention, avant chaque exposition, appliquez le sérum Perfect sous votre crème solaire pour un bronzage sans taches, quel que soit votre type de peau. En ce moment, pour un sérum Perfect acheté, un soin solaire IP50 offert. En pharmacie et parapharmacie participante dans la limite des stocks disponibles. Quand je travaillais, mon fond d'écran, c'était une île. J'en changeais souvent, histoire de voyager. Mais depuis que j'ai gagné à Euromillions, je les ai toutes visitées. L'île de Ré, Saint-Barth, La Réunion. Ça m'a pris 1 an. Mais je suis comme ça, moi. Avant d'acheter, j'aime bien tout voir. Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche? Tirage Euromillions le vendredi et le mardi. Ce mardi, jackpot de près de 71 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Mais tais-toi un peu, tu vas faire fuir les poissons. Monsieur, quand on a un bon bateau comme le mien, il faut que les poissons le sachent aussi. Tu leur as dit qu'il était assuré à la Matmut? Oui, monsieur, la Matmut assure les bateaux et même les poissons le savent. Mais tais-toi donc. Selon conditions définies au contrat d'assurance navigation de plaisance. Europe 1 Soir. Il est 19h50, c'est la dernière partie des grands débats d'Europe 1 Soir. Des cours en anglais dans les facs françaises, pour ou contre. On en parle avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec nos invités qu'on entendait derrière vous, Olivia, parce que le débat est animé. François Garçon, on se demande donc depuis tout à l'heure s'il faut des cours en anglais dans les facs françaises, par exemple celles où vous enseignez à la Sorbonne. Mais est-ce que le problème, c'est pas aussi le niveau de français, le niveau en anglais des étudiants français? Alors, le niveau en anglais, je répondrai en deux parts. D'une part, le niveau anglais est très mauvais. Je veux dire, quand même les 700 heures qui sont dispensées de cours d'anglais entre la 6e et la terminale, sous réserve qu'on n'ait pas redoublé, aboutissent quand même à des résultats qui sont globalement catastrophiques. On a quand même énormément de difficultés à commander une tasse de café en anglais lorsqu'on a 21 ans. Après 700 heures de cours. Après 700 heures de cours. Et c'est vrai que l'enseignement martial, vertical, mauvais. On ne prend pas la parole, on est obsédé par les questions grammaticales, alors que la gestuelle linguistique est totalement morte. Mais j'aimerais d'où une question, si des cours sont donnés dans les universités françaises en anglais, il va y avoir des élèves français qui vont être handicapés pour suivre ces cours. Mais je pense que c'est une étape. Il y aura un handicap, mais comme il a été dit autour de cette table à plusieurs reprises, ça ne va jamais concerner que 2-3%, enfin un nombre assez extrêmement limité, marginal, symbolique de cours dans les universités. Mais j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Alain Rey, qui est extrêmement intéressant, sur l'impact vertueux et parfois inattendu de l'importation de langues étrangères. Je vais citer ici un exemple qui va sans doute plaire à Claude Agege s'il écoute, mais c'est un exemple que je prends en Suisse. Depuis maintenant une vingtaine d'années, la partie alémanique de la Suisse, c'est-à-dire Bâle, Saint-Gall, Zurich, accueille des migrants allemands par dizaines de milliers. Il s'agit de migrants définitifs. Ces migrants pratiquent ce que vous connaissez, c'est le Hochdeutsch. C'est à savoir l'allemand standard, l'allemand du haut, celui qu'on apprend à l'école lorsque on fait... Oui, absolument. Donc, en raison de leur talent, de leurs compétences, des réseaux qu'ils ont tissés en Suisse, ces Allemands occupent une place déterminante dans l'économie suisse. Ainsi, près de 55% des professeurs à l'école polytechnique fédérale de Zurich sont allemands. C'est 21 prix Nobel, à part ça, l'école polytechnique de Zurich. Donc, cette présence allemande a suscité des réactions de rejet. De rejet de la part des indigènes suisses. C'est très intéressant. Et depuis une dizaine d'années, c'est ainsi propagé dans tous les milieux sociaux
de Suisse alémanique, un Schweizerdeutsch, que l'on imaginait cantonné aux milieux les plus ruraux, aux milieux les plus simples, les moins éduqués. Le Schweizerdeutsch est aujourd'hui parlé sur une très large échelle par toute la population de Suisse alémanique. Bref, confrontés à une sorte de colonisation sociale et linguistique, les Suisses allemands ont réagi de manière spontanée en puisant dans leur propre patrimoine et dans leur propre culture. Il n'y a eu ni évocation de dépossession du Schweizerdeutsch, ni dénonciation de la haine de soi, comme vous le mettez sur votre blog. Tout simplement, sans loi, sans règlement, il y a eu une simple réaction spontanée, citoyenne, sur une très large échelle. Ça se situe quand même aux alentours de plusieurs millions de personnes, et surtout transclasse sociale. Bref, pour revenir au débat qui nous agite et aux grenades que certains s'apprêtent héroïquement à lancer sur Geneviève Fioraso face à l'anglais, les Français réagiront peut-être de la même manière qu'ont réagi les Suisses alémaniques face à l'invasion ou à la colonisation de la langue allemande. Vous savez, c'est pas demain qu'à Brest on enseignera en breton. François Asselineau, justement, vous ne souhaitez pas qu'on enseigne en breton. Non, mais je trouve quand même que les propos de M. Garçon sont systématiquement agressifs, présentant nos positions, qui sont d'ailleurs celles de l'Académie française, qui sont d'ailleurs celles de M. Chevènement, d'une quarantaine de députés socialistes, de plusieurs professeurs au Collège de France. Je trouve que la façon dont ça n'est pas digne de présenter ces positions. De M. Abdou Diouf, absolument. D'ailleurs, au passage, j'aimerais savoir, moi, à quoi sert Mme Yasmina Benguigui, qui au gouvernement est ministre de la francophonie. Je remarque d'ailleurs que M. Pouria Amir Chahi, qui est le député socialiste, qui est le député socialiste qui s'occupe de francophonie, a tiré la sonnette d'alarme justement en disant que c'était une honte, ce projet de loi. Donc au Parti socialiste eux-mêmes, ils savent très bien qu'il y a un problème. D'ailleurs, on a assisté à la Commission des affaires culturelles à un premier commencement de retrait en rang serré. Je voudrais dire, si, parce que vous avez la formulation de l'article 2 et maintenant d'un nouvel article 2 bis n'est pas celle qui avait été prévue à l'origine. Heureusement qu'il y a un droit d'amendement au Parlement. Oui, mais qui va d'ailleurs dans le sens de resserrer un petit peu le problème. Je voudrais quand même revenir sur le fait qu'il n'y a aucun moment dans la loi prévu que c'est 1 ou 2 ou 5%. Ça nous est dit ici en séance, mais ça n'est écrit nulle part. Ça peut tout aussi bien être 90%. Nous avons affaire à un procédé insidieux qui est d'ailleurs, vous savez, depuis maintenant un certain nombre de décennies, les gouvernements en France couvrent leur démission par des formules toutes faites du style « c'est une chance, c'est pas grave ». La mondialisation, ça devait être une chance pour la France. Résultat, vous avez vu le taux de chômage et nous perdons actuellement 600 emplois par jour et une usine ferme par jour. L'euro, ça devait être une chance. Vous avez vu où on en est. Les mêmes nous disent maintenant que c'est une chance. Mais vous savez ce qui va se passer avec cette loi? C'est que dans 4-5 ans, on va nous dire, bah oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'étudiants qui parlent assez bien l'anglais ni le prof. Donc maintenant, il va falloir passer à l'enseignement secondaire et puis à l'enseignement primaire parce que finalement, c'est au primaire que ça se passe. Voilà. Et voilà comment Vincent Feltès, le rapporteur de la loi, va vous répondre. Non, mais déjà, je remercie M. Asselineau, en fin de débat, de reconnaître ce que j'ai dit en début de débat. Quand j'ai parlé d'amendement de garantie, au début de débat, c'était pas une possibilité. À la fin du débat, vous reconnaissez qu'on a mis un certain nombre de conditions. Après, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de discours de la décadence. Je pense pas, non mais on n'est pas d'accord là-dessus, mais je pense pas qu'il y ait tous ces risques. Je ne pense pas que le fait que la France soit passée à l'euro ait un lien avec la possibilité de dispenser, dans certaines conditions, des cours en langues étrangères à l'université. Je répète que nous sommes dans une loi de convergence entre l'université et les grandes écoles, de donner les conditions de réussite à l'université française, qui ne va pas si bien que ça, de manière assez autonome, et c'est pour ça que nous ne mettons pas tout dans la loi, et que parmi les 69 articles, il y a 7 articles 2, mais il y en a 68 qui doivent permettre l'excellence française pour tous les étudiants. Et le débat commence demain à l'Assemblée, Vincent Feltès, ça promet d'être animé, non ? On a eu 17 heures de discussion en commission, à peu près 1h30 sur la question de cet article 2, donc 15h30 sur le reste, sur quelle est la stratégie de recherche, sur quelle est la part des collectivités locales. Oui, mais sur l'anglais, sur l'article 2, comment ? 1h30 sur 17 heures. Donc vous faites la proportion, à peu près 10% du temps de discussion a été sur l'article 2 et 90%
sur le reste. Voilà. Cet article est le plus problématique de la loi, je suis déjà rassuré. Merci beaucoup. Alain Ray, donc le linguiste, avec François Asselineau, donc qui a lancé une pétition contre l'anglais dans les facs françaises. François Garçon, merci beaucoup, et Vincent Feltès, le rapporteur de la loi. Et je vous rappelle que demain, ici même dans les grands débats d'Europe 1, on consacrera une édition spéciale aux 30 ans de la découverte du virus du sida, avec comme invité exceptionnel en direct demain soir l'ancien président américain Bill Clinton. On parlera anglais. Pardonnez-nous, on parlera anglais avec Bill Clinton, mais il y aura un interprète.